Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire. François Abiola, ancien Premier ministre, remplace Aboubakari Adam Soulé au sein du Conseil électoral. Il a été désigné par les députés au cours de la plénière de ce jour à l'Assemblée nationale. Le gouvernement du président Patrice Talon veut mieux outiller les animateurs des établissements publics d'enseignement général. Ceux de l'OCOSA bénéficient depuis ce matin d'une formation sur la bonne exécution des programmes. Les précisions, c'est dans un instant. Et puis, après 18 ans en Irak, les États-Unis annoncent la fin de leurs opérations militaires. Joe Biden l'a rendu public hier au cours d'une rencontre avec le Premier ministre irakien. Merci pour l'attention. L'ancien Premier ministre François Abiola a été désigné par l'Assemblée nationale pour siéger au sein du Conseil électoral. C'est au cours de la plénière de ce jour qu'à l'unanimité, les 80 députés présents ont validé le choix du parti minoritaire Bloc républicain. Il remplace ainsi Aboubakari Adam Soulé qui a démissionné après sa désignation pour raison de convenance personnelle. Les États-Unis, soutenus par l'initiative COVAX, ont fait un don de 300 400 doses de vaccins au Bénin. Il s'agit du vaccin Johnson & Johnson qui vient s'ajouter aux deux autres vaccins AstraZeneca et Sinovac existants déjà sur le territoire béninois. Le ministre de la Santé les a réceptionnés hier à l'aéroport international Cardinal Ganti de Cotonou. Clémence Tonoucoin, Denis Marouya. Ce lot de vaccins offerts par les États-Unis s'inscrit dans le cadre des efforts globaux pour combattre la pandémie de la COVID-19. Il permettra de protéger le peuple béninois des ravages du virus et de commencer à réduire les obstacles à la reconstruction de l'économie béninoise. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a témoigné toute sa gratitude aux donateurs. Ce don de votre pays vient à point nommé, car il permettra au Bénin de donner un véritable coup d'arrêt à la nouvelle vague qui s'annonce. Je vous prie de transmettre les remerciements de tout le peuple béninois et de son gouvernement au peuple fédéral des États-Unis. Je ferai prendre toutes les dispositions techniques nécessaires pour qu'avant la fin de cette semaine, le vaccin soit disponible sur tous les sites dans toutes les communes du Bénin. Fier de soutenir les efforts du Bénin pour combattre la maladie, l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, Patricia Mahoney, a réitéré l'engagement des États-Unis à œuvrer en faveur d'un avenir plus sain et plus prospère pour le Bénin et son peuple. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour construire un monde plus sûr et plus sécurisé et plus saine contre la menace des maladies infectieuses. Selon le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, à peine 2% de la population africaine ont effectivement reçu leurs 2 doses de vaccin contre la COVID-19. Raison pour laquelle l'organisation, par la voix de son représentant résident, Mamoudou Harouna Djengare, se réjouit particulièrement de ce don. Désormais, nous avons un grand espoir que grâce à cette aide du gouvernement et du peuple américain, le Bénin est en bonne voie pour atteindre son objectif d'immuniser 40% de sa population contre le virus de la Covid d'ici la fin de décembre 2021. Le vaccin Janssen contre la Covid-19, qui présente l'avantage d'être à dose unique, a été autorisé le 27 février 2021 aux États-Unis par la Food and Drug Administration pour une utilisation chez l'adulte, puis approuvé par le protocole d'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS en mars 2021 pour un déploiement à travers le mécanisme COVAX de par son efficacité contre l'infection par le coronavirus et surtout contre les formes graves de la maladie. Avec ce vaccin, la population béninoise dispose désormais d'un choix diversifié des vaccins afin de se protéger contre la pandémie de la COVID-19.
L'une des priorités des nouveaux bacheliers est le choix des filières d'études à l'université, une étape décisive puisqu'elle détermine leur avenir. Pour ne pas faire un mauvais choix, j'y arrive. Barnabé Coelho, écrivain spécialiste des questions éducatives, nous parle des erreurs à éviter. Il est au micro de Clémence Tonoucoin et de Romaric Devouchi. Quand vous prenez un contexte comme ça, comme le Bénin, l'actuel contexte, où vous avez minimum 8 jeunes sur 10 diplômés à la maison, ou quand vous venez par exemple à l'Université nationale d'Abomey-Calavi, vous avez minimum 60 000 étudiants dans les amphithéâtres, dans les jardins. Le nouveau bachelier de 2021 doit s'orienter comment? Première chose, n'allez pas à l'université dans l'optique de trouver un emploi, parce que vous n'aurez pas. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui à donner à quelqu'un. Aller à l'université dans l'optique de répondre à un besoin de la société. C'est ça s'orienter. Aujourd'hui, le Bénin a quel problème? Toi, nouveau bachelier qui m'écoute, qui me voit, tu veux véritablement aller dans cette filière. Première question, est-ce que tu as une finalité claire? N'allez pas aujourd'hui à l'université parce qu'il faut aller. Première erreur, ne pas faire. Deuxième erreur, n'allez pas à l'université parce que papa dit qu'il faut aller à l'université. Je suis médecin, l'enfant doit forcément faire la médecine, je suis désolé. Le choix se discute avec l'enfant. N'allez pas à l'université parce que mon copain veut partir, parce que ma copine veut partir, parce que mon meilleur ami veut choisir. Tu n'es pas ton meilleur ami, tu n'es pas ta copine. Le choix que vous allez faire à l'instant où vous m'écoutez actuellement, c'est un choix qui va déterminer ou qui détermine déjà votre avenir dans 3 ans. N'allez jamais à l'université ou surtout dans une université privée parce qu'ils ont les immeubles, plusieurs étages, beaucoup de carreaux ou je ne sais quoi. On ne choisit pas par le suivisme, voilà. Le suivisme, l'autre a fait, je vais faire. Tu n'es pas l'autre. Le choix d'une formation, c'est des questions stratégiques parce que votre avenir en dépend. Si vous êtes parent, il faut d'abord vous poser la question. Pourquoi mon enfant veut aller à l'université? Est-ce qu'il veut aller parce qu'il faut aller? Si la réponse c'est oui, non, il ne doit pas aller. Est-ce qu'il veut aller parce que l'autre, voilà, c'est-à-dire l'autre a envoyé son enfant? Sinon, bon, tous ses collègues, c'est-à-dire tous ses amis veulent aller à l'université. Si mon enfant ne va pas à l'université, ça ne marche pas, ça ne veut rien dire. Dans le même registre, les animateurs d'établissements dans les différentes disciplines de l'enseignement secondaire général sont en formation depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. À Lokossa, c'est le CGE1 qui abrite cette séance de renforcement dont nous parle ici Jonas Bochi. Maillon important dans l'organisation pédagogique des activités scolaires dans les établissements secondaires, les animateurs d'établissements coordonnent la bonne exécution des programmes d'études avec leurs collègues de la même discipline. Un animateur d'établissement, d'abord, c'est celui qui dirige le conseil d'enseignement disciplinaire. Je prends le cas de l'anglais, le responsable des professeurs d'anglais au sein de l'établissement. Alors, il coordonne toutes les activités de cette discipline, à commencer par les animations pédagogiques, les rencontres hebdomadaires qui ne portent pas forcément sur les animations pédagogiques, mais sur la vie de la discipline au sein de l'établissement. La progression dans l'exécution des programmes d'études, l'organisation des évaluations, différentes tâches inhérentes à la discipline au sein de l'établissement. Mais pourquoi cette formation des animateurs d'établissement en pleines vacances? L'inspecteur pédagogique délégué du MONO, François Aguemont, explique. Vous savez qu'une formation organisée au cours de l'année perturbe l'enseignement et l'apprentissage au niveau des élèves. Les organisateurs de cette formation ne veulent pas que la rentrée soit perturbée, qu'ils paient des heures de cours. C'est pourquoi on a choisi les vacances pour organiser la formation. De quoi serait-il donc question lors de cette formation de 2 jours? Cette formation parle essentiellement du cahier de charge des AE, le rôle que chaque AE doit jouer dans un établissement. Il faut que les AE arrivent à maîtriser leur cahier de charge pour savoir le rôle qu'ils doivent jouer dans les établissements. La fonction d'animateur d'établissement requiert des qualités dont nous parle l'inspecteur Serge Mongbo. L'AE d'abord doit être au top de sa discipline, c'est-à-dire maîtriser les innovations didactiques au niveau de l'enseignement de sa discipline et ne pas souffrir de ce manque d'informations en ce qui concerne la pédagogie, la didactique et les sciences de l'éducation, spécialement en ce qui concerne sa discipline. Il doit avoir l'humilité de travailler en équipe et être un leader. C'est-à-dire le leadership doit être le leitmotiv de l'AE.
Il ne s'impose pas à ses collaborateurs, collègues, mais travailler ensemble en équipe pour la bonne marche de la discipline. Cette formation qui se déroule dans tout le pays est financée par l'Agence française de développement à travers le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. On ouvre la page sport de cette édition. Le tournoi Petit Poteau interquartier Land of Hope a été lancé ce week-end. Une compétition qui se déroule sur le terrain du CEG2 Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi. Organisée par l'agence événementielle J'aime Business sous la coupole de Pierre Paki, secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le match d'ouverture a opposé Rocher FC à Speed FC. On fait le point avec Espoir Roumabou et Romaric Devochi. C'est à travers ce coup de sifflet que la première édition du tournoi Land of Hope est officiellement lancée. Un tournoi qui réunit 9 équipes de petits poteaux autour du cuiron, vecteur de développement selon le parrain de l'événement. Le sport en général et le football en particulier est un puissant facteur d'intégration. Il est un moyen aussi puissant de développement local. Et comme c'est un tournoi qui voit compétir les footballeurs de mon quartier, des 9 quartiers ici de Calavi, et étant ici à Calavi, je contribue à cette organisation et c'est ça qui m'a motivé pour dire, bon, on veut voir susciter aussi dans notre quartier, dans nos quartiers, des joueurs de talent qui pourront peut-être, pourquoi pas, faire partie de l'équipe communale. Pour la promotrice de l'événement, il s'agit entre autres de réunir la jeunesse d'Abomey-Calavi autour des jeux sains en ces périodes de vacances en créant l'émulation au sein des sportifs de la commune. L'objectif d'une telle organisation est non seulement de promouvoir les valeurs sportives dont dispose la commune d'Abomey-Calavi, mais également d'offrir un creuset aux différentes équipes pour leur permettre de s'affirmer et ainsi faire leur propre promotion. Mais également, avant tout, J'aime Business est une agence événementielle qui est d'une part spécialisée dans les événements pour particuliers, petites, moyennes et grandes entreprises, mais également spécialisée dans les événements grand public. Donc quand on parle de grand public, nous avons les activités sportives, dont le football. Alors ça a été une évidence. Après le 0-0 observé au cours de la première période, l'équipe de Rocher FC a réussi à ouvrir la marque dès les premières minutes de la seconde partie, mais c'est sans compter avec la ténacité et l'envie des joueurs de Speed FC qui vont recoller au score. Les entraîneurs des deux formations donnent ici leurs impressions au terme des 70 minutes. On a été cueillis à froid à la reprise de la deuxième partie par un but, mais je crois que mes poulains, ils ont essayé, ils ont eu la tête forte, ils ont pu égaliser. Je crois que c'est de bon augure et je crois que c'est très bon. Il y a eu une erreur défensive que nous ne devons pas commettre, mais on promet que la prochaine fois, on va y corriger, se rattraper, faire de notre mieux. Les prochaines rencontres sont prévues pour le 31 juillet, toujours sur le terrain du CEG2 Zoka d'Abomey-Calavi. Et puis la phase nationale du championnat scolaire du Bénin 2020-2021 a débuté ce week-end à Grand Popo. C'est une nouvelle version du championnat qui découle d'un partenariat entre la Fédération internationale de football, association FIFA et le Bénin. On retrouve Jonas Bocci pour le compte rendu. C'est le stade flambant neuf de Grand Popo qui a accueilli les compétitions marquant la phase finale du championnat national scolaire initié par le gouvernement béninois de commun accord avec la CAF et la FIFA. Pour la FIFA, notre vision, c'est de rendre le football véritablement global. Et pour ce faire, nous avons une mission qui est d'essayer de remporter une victoire. La victoire du développement du football pour tous et partout. Et c'est pour ça que symboliquement aujourd'hui, le fait d'être à Grand Popo est important dans ce nouvel équipement flambant neuf, souhaité par le président du Bénin. C'est un événement important pour le football africain, je dirais même mondial. Parce que grâce à la volonté de deux personnes, le président Gianni Infantino de la FIFA et son Excellence M. Patrice Talon, qui ont signé une convention en janvier 2020,
pour concrétiser cet événement. La présence des représentants de la CAF et de la FIFA au démarrage de cette phase finale témoigne de leur attachement à ce projet de renaissance du football béninois, selon le ministre des Sports, Oswald Homeki. Je voudrais ici rappeler que la présente compétition est le fruit de la volonté commune du président Patrice Talon, président de la République du Bénin, et du président Gianni Infantino, président de la FIFA, qui ont bien voulu conduire le Bénin et la FIFA dans la signature de cette convention désormais historique. Cette compétition que nous lançons aujourd'hui est le début d'une belle aventure qui, à coup sûr, donnera naissance à des talents dans notre pays. 12 équipes masculines et 12 autres féminines s'affronteront lors de cette phase finale et au nom des arbitres et des joueurs, Urbain Hounovi et Parfaite Lucrèce Kenyide ont promis se conformer aux règles du jeu. Nous jurons solennellement de faire respecter les lois et règles de jeu en tout professionnalisme. Joueurs et joueuses, prenons l'engagement de respecter les décisions des arbitres dans un esprit de fair play. Actualité en dehors du Bénin, Parlement suspendu, ministre limogé, la Tunisie s'enfonce dans la crise politique. Hier soir, le chef de l'État a limogé 2 autres ministres, dont celui de la Défense. Un nouveau rebondissement qui intervient à l'issue d'une journée marquée par des affrontements devant le Parlement entre les partisans du président et ses opposants. Une foule de citoyens s'est amassée ici devant le Parlement tunisien à Bardo après la déclaration du président de la République hier de geler le Parlement et de destituer le Premier ministre. Beaucoup de députés du mouvement Ennahda sont venus ici devant cette grille. Le président de l'Assemblée nationale, qui est aussi le chef de file d'Ennahda, M. Ranouchi, a tenu un sitting ce matin. Ici, objectif, rentrer dans le Parlement. Les militaires ont eu ordre du président de la République de ne laisser entrer aucun député. La raison pour laquelle les députés du parti Ennahda sont devant le Parlement, devant ces grilles, comme vous pouvez voir sur ces images. Ils demandent à la police de les laisser entrer. La police a reçu une instruction, telle que l'armée également, ne laisser rentrer personne au Parlement. Aucun député ne pourra rentrer. Il y a des pro-Kaïs Sayed qui sont ici, qui soutiennent le président avec des slogans hostiles au parti Ennahda. Et il y a les pro-Ennahda derrière la police qui sont venus pour soutenir leurs députés. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'armée a investi le Parlement. À l'intérieur de ces grilles, il n'y a que des camions de militaires et des militaires. Objectif, protéger cette zone, protéger le Parlement et ne laisser personne entrer. Cette décision qui a complètement étonné hier soir les Tunisiens et qu'ils avaient fait descendre dans les rues avec des slogans pour le président et des drapeaux tunisiens. Le président de la République a déclaré qu'un Premier ministre serait nommé prochainement. En attendant, c'est le gel du Parlement et le président qui prend la tête de l'exécutif en vertu de l'article 80 de la Constitution. On attend toujours que le président s'exprime afin de donner ses nouvelles directives après cette nuit historique. Les États-Unis cesseront d'ici à la fin de l'année leur mission de combat en Irak. Annonce faite par Joe Biden lors d'une rencontre avec le Premier ministre irakien. Après 18 ans sur place, le président irakien lance une nouvelle phase de coopération. La visite du Premier ministre irakien à la Maison-Blanche a permis d'officialiser la fin des missions de combat pour l'armée américaine déployée en Irak. Une décision présentée comme un changement de stratégie, voire même comme un renforcement de la coopération entre les États-Unis et l'Irak. Le dialogue stratégique américano-irakien porte sur des engagements qui élargissent notre coopération sur des questions comme les soins de santé, le climat, l'énergie. Les 500 000 doses de vaccins contre le Covid que nous envoyons, on m'a dit que l'on vous avait dit qu'elles n'arriveraient pas avant un certain temps. Elles seront là dans quelques semaines. Elles seront là rapidement. Nous avons un partenariat stratégique. Je suis heureux d'être ici à Washington pour discuter de l'avenir de notre nation et de la manière d'améliorer cette relation entre nos deux pays. L'Amérique aide l'Irak. Ensemble, nous combattons et vainquons Daesh, le groupe État islamique. Et je voudrais remercier le peuple américain au nom de tout le peuple irakien. Une décision qui répond aussi à la demande des autorités irakiennes de ne plus avoir de la présence de troupes étrangères sur leur sol.
Cette décision met fin à 18 ans de guerre menée par les États-Unis en Irak, une guerre qui a donc commencé en 2003 sous la présidence de George W. Bush, et ce, malgré l'opposition du Conseil de sécurité de l'ONU et donc de la France par l'intermédiaire du président de l'époque, Jacques Chirac. Il faut aussi rappeler que cette guerre en Irak avait été précédée de fausses accusations selon lesquelles l'Irak détenait des armes de destruction massive. On se rappelle évidemment de cette scène du secrétaire d'État Colin Powell présentant cette fiole censée être une preuve donc de la détention de ces armes de destruction massive. Le conflit en Irak a évidemment conduit au renversement du leader Saddam Hussein à l'époque. Et puis il faut préciser que Joe Biden à ce moment-là était sénateur démocrate et il avait soutenu la volonté de cette guerre en Irak par le président républicain George W. Bush. Autre rappel important, ce n'est pas la première fois que les États-Unis annoncent un retrait du pays, puisqu'en 2011, déjà Barack Obama avait fait une annonce similaire. Joe Biden était alors vice-président des États-Unis et il était en particulier chargé de ce dossier irakien. Et puis, 3 ans plus tard, les États-Unis se sont déployés à nouveau dans le pays pour faire face à l'émergence du groupe État islamique. Et puis, Donald Trump, plus récemment, lors de son mandat, a décidé de retirer la majorité des troupes américaines déployées en Irak, ne laissant sur place qu'environ 2500 soldats américains. Cette décision de Joe Biden met fin à 2 décennies de guerre, que ce soit en Irak donc, mais aussi en Afghanistan, où les soldats américains se retirent actuellement. 2 décennies de conflits qui font suite évidemment aux attentats du 11 septembre 2001. Avec ces décisions, Joe Biden compte tourner la page en quelque sorte de cette diplomatie post-11 septembre. L'intérêt pour lui est de se concentrer sur d'autres priorités diplomatiques, d'autres menaces, dit-il. Et parmi ces menaces, évidemment, celle que Joe Biden considère comme la prioritaire, c'est celle de la Chine. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.